Cher Floch, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, La femme de ma vie, qui s'inscrit dans le sillage, en quelque sorte, des livres précédents qui contenaient le mot vie. Et d'ailleurs, ce livre-ci s'ouvre sur une interpellation de votre épouse, parce que le dessin est clair, c'est vous qui êtes représenté avec Marion, votre épouse, dans une série de séquences dessinées. Marion vous dit, tu mets le mot vie dans les titres de tes livres, tu n'as pas pensé en faire un qui s'appellerait La femme de ma vie, et là vous avez la première page d'un livre. Est-ce que ça a vraiment commencé comme ça, ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je parle de ce qu'est une vie de couple? De toute façon, pour moi, c'était un rêve de faire un livre comme ça. Mais le déclenchement, c'est vraiment celui que vous venez de citer, à savoir qu'elle m'a dit exactement cette phrase-là et que je lui ai répondu, on a la première page. Et les 3 premières pages sont in extenso ce qui s'est passé. Oui, oui, absolument. Avec ce doute exprimé par Marion qui dit le problème, c'est qu'après la 3e page, il n'y aura plus personne. Et vous faites le pari qu'il y aura encore des lecteurs après. Ce qui est le cas, je vous le confirme. Je lui dis, tu paries. Mais entre-temps, il y avait la 2e page qui dit, elle dit, puisque tu es si malin, fais-moi la 2e page. Je dis, la voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, on peut constater que dans le livre, il y a souvent des paroles de Marion qu'on voit bien que j'utilise, puisque je le dis très précisément quand, par exemple, elle est en train de s'habiller de façon assez jolie, à mon avis, et je lui dis « Bella », et elle me répond « Bellissima ». Alors moi, je dis « Je note », parce que je suis déjà en train de faire mon livre, et elle me dit « Non, non, arrête, les lecteurs vont penser que je suis prétentieuse ». Alors, comme c'est un livre… là, excusez-moi de vous couper, mon cher Jean, mais on voit bien que justement la série des titres avec vie, ce sont de l'autofiction. Mais moi, j'ai presque envie de dire, c'est presque de la biographie. Oui, c'est de la biographie, et en même temps, ça a ce côté d'accès à l'universel qui fait que, dans le fond, votre vie, dans la manière dont vous la racontez, est une vie qui permet au lecteur, et c'est un effet bienfaisant du livre, de ne pas se sentir seul. Parce qu'en lisant certaines anecdotes de ce que vous racontez, on se dit, mais dans le fond, oui, c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver, qui m'est arrivé, ou alors qui m'est arrivé, je n'ai jamais compris comment le formuler. Et c'est ce qui donne l'ouverture dans chacune des pages de votre livre. J'ai eu l'occasion déjà de le constater avec les appels de gens que je connais et qui m'ont appelé, surtout des garçons d'ailleurs, et qui me disaient que, parce que forcément, moi, mon questionnement, c'était est-ce que les garçons, les hommes, vont me prendre pour un traître faillot, un type qui lâche les hommes pour être avec les femmes. Mais ça dit, j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Moi, après 7 heures du soir, on ne pouvait pas me voir avec des garçons. C'est trop laid à regarder, ces choses-là. Ou au contraire, de me prendre pour quelqu'un qui va les aider. J'en doute un petit peu parce que j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a écrit un mot me disant « Je vais éviter de donner ce livre à ma femme parce que j'aurais trop peur de faire pâle figure en comparaison. » Mais la plupart du temps, pour répondre à votre question, je m'amuse, moi, à leur demander, mais puisqu'ils me disent qu'ils se sont retrouvés dans le livre, où vous êtes retrouvés? Et très souvent, c'est assez intéressant les réponses parce que, par exemple, les hommes se retrouvent énormément dans cette double page sur les fantasmes. Voilà. Les femmes… Racontez la double page sur les fantasmes. Alors, je dis… pas le livre. Je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est que ma femme me dit quel est ton fantasme. Alors on comprend bien d'abord, il faut dire une chose, c'est pas ma femme aujourd'hui, hein, c'est ma femme, les enfants qui sont dans le livre, ils ont entre 20 et 24 ans hein, maintenant. Et c'est plutôt, ce sont des choses qui se passent plutôt en début de rencontre. Voilà. Quel est ton fantasme? Et moi je raconte une femme île. Je l'ai choisi comme ça. Je ne me révèle pas énormément là-dedans. Si, je me révèle, excuse-moi, je fais toujours des digressions, mais maintenant, vous êtes habitués. Et la digression, en l'occurrence, c'est que je me suis dit, tu triches un peu parce que tu n'as pas été cherché dans tes retranchements là-dedans. Même si on pense à des livres comme Une vie de rêve et d'autres, je me représente souvent avec une géante.
la géante de Magritte et des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, peut-être très inquiétant, je n'en sais Oui, c'est rien. ça. On devrait le soumettre à un Oui, psychanalyste oui, pour voir exactement ce que vous avez voulu dire sans savoir. on évitera, on évitera. Et Marion, en l'occurrence, me répond que je lui dis, et toi, quel est ton fantasme? Et elle me répond, oh, moi, j'en ai tellement. Inutile de dire que c'est une phrase que j'ai entendue dans la vie réelle. Évidemment, en plus, c'est une belle esquive. Hein. Alors pourquoi ces amis qui m'appellent s'y retrouvent dedans? Parce qu'ils ont été piégés un petit peu comme ça. Avec la femme, c'est très difficile. Ou vous ne répondez pas à ce questionnement et vous êtes suspect, et si vous y répondez, vous êtes perdu. Parce qu'elle utilisera les réponses sur un temps très, très, très long à votre rencontre. Alors, ce livre qui est comme tous vos livres, qui est un livre qui est beaucoup plus profond et qui donne à penser bien davantage qu'il ne veut le dire, notamment dans l'exergue où vous dites une citation de Sacha Guitry, n'en faites pas un drame, faites-en une comédie, ce qui est une philosophie non pas de vie, mais qui est une philosophie qui aide à aborder la vie dans ses éléments graves avec la légèreté qui est une forme d'élégance. Et je pense que c'est un peu ce qui permet à ce livre-là aussi de finalement nous poser des questions sur l'amour, sur le couple, sur le compromis qu'exige la vie avec l'autre. Oui, certainement. C'est-à-dire que, en fait, très souvent dans la vie, moi, je suis assez ironique, et donc, et ma femme a de l'humour aussi, enfin, vous voyez, mais très souvent, on est happé par la dure réalité. C'est pour ça qu'au début, d'ailleurs, je nous mets en amoureux dans le ciel à la façon ironique, terriblement, de Chagall, parce que je n'aime pas beaucoup ça, mais de quoi ça parle, cette image? Ça parle d'immatérialité. Hein. Il est certain que quand on va redescendre, je le fais pour la redescendre sur Terre, pour dire combien, en fait, ma vie avant, c'était l'amour est au-dessus de tout, mais tant qu'on n'est pas engagé, il faut malheureusement le confronter à la dure réalité. Et peut-être que le secret de l'amour, c'est certainement pas l'amour fou parce qu'il n'est pas vivable dans le monde réel, mais c'est certainement d'arriver à mélanger les deux. Et il faut du temps pour ça parce qu'on s'étonne même, tout le monde a connu ça à mon avis, que dans un couple qui est censé être heureux parce qu'il y a tout pour ce qu'il faut pour être heureux, eh ben on s'aperçoit qu'on s'engueule sur des choses terribles et que curieusement, c'est ni la romance, ni l'humour qui l'emporte très souvent. Et c'est terrible. C'est horrible ce que je vais dire, mais il y a 90% de nos engueulades avec ma femme qui étaient à propos des enfants. Oui, oui. Alors là, Forcément. Forcément. Alors là, on va reprendre la chronologie. Donc, on a bien compris, on démarre avec cet amour fou, cet amour qui finalement est irréel et ne peut pas s'ancrer dans le quotidien. Et puis, le livre présente une succession d'éléments qui appartiennent au quotidien, d'éléments qui appartiennent à des petits fragments de vie que vous mettez en évidence en leur donnant une dimension qui éclaire bien ce qu'est un couple. Que l'on pourrait peut-être définir comme étant un couple, étant un trio, c'est-à-dire chacun des deux partenaires, et le troisième partenaire, en réalité, c'est le couple lui-même qui a presque une vie autonome. Est-ce que c'est une approche qui vous semble... Je dirais que si on pouvait le comprendre aussi clairement ce que vous dites, ça arrangerait bien les choses. Malheureusement, on rentre une fois l'amour fou un peu dépassé, la rentrée dans la vie réelle, on s'aperçoit qu'on devient des personnes qui vont défendre leur bout de gras, voyez, qui vont devenir un peu paranoïaques aussi. Comment je suis agressé, pourquoi elle me donne tort, etc. Vous voyez, et on a du mal à s'en sortir. C'est évident. Et je ne voudrais pas associer les deux choses, mais avec le temps qui a passé, les enfants quittant le nid, petit à petit, ma femme et moi, les engueulades ont disparu. Et quand elles ressurgissent, curieusement, elles deviennent vite caduques parce qu'elles deviennent vite ridicules, parce qu'on a l'impression que
aujourd'hui, on n'a pas d'autre chose à défendre que notre amour et notre entente. Alors, très, très vite, on se retrouve avec personne, on se retrouve très seul, et donc ça s'arrête. Les passages sur les enfants, évidemment, concernant votre couple, évoquent aussi ce qu'est une famille recomposée. Puisque les trois enfants, il y en a trois, dont une est la fille de Marion, qui a été... Non, les trois enfants sont de Marion. Ah, les trois enfants sont de Marion. Ah, oui. Oui. Non, Oui, donc, oui. Non, les trois enfants sont de Marion. Mon apparaissent à un moment donné. épouse précédente s'inquiétait parce qu'elle savait que je vivais quelque chose de particulier, et ses amis la rassuraient en lui disant: Floch, partir avec une femme qui a trois enfants, ça n'arrivera jamais. Voilà, mais en tout cas, donc, ils surgissent à un moment donné les trois enfants qui, dans le dessin du livre, ont à peu près une dizaine d'années, enfin, sont des enfants, des grands enfants, disons. Et à ce moment-là, la vie et l'approche du couple basculent dans une forme de compromis à faire sur des choses quotidiennes, comme aller au restaurant ou comme aller à l'école, merci Charlemagne, avec quelques allusions comme ça à ce que cela implique d'avoir trois enfants en plus de la femme de ma vie, hein, de la femme de votre vie. Et tout cela, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir écrit et dessiné ce livre, est-ce que vous voyez ça d'une manière différente? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur cette période-là? Oh, oui, de toute façon, j'ai appris énormément. Ce que j'ai appris d'abord, c'est que les enfants vous éduquent autant que vous les éduquez. C'est terrible pour un homme comme moi d'avoir compris ça. J'ai l'impression d'être un vendu, ou d'être un mou d'esprit, parce que je suis devenu presque gentil, parce que les conflits qu'il peut y avoir avec une génération totalement différente est très énervante pour un type comme moi qui en général ne fait pas de concessions, hein. Moi, je dis toujours, j'ai été un Darcy, hein, et comme dans Pride and Prejudice, hein, et Marion, c'est Lizzie. C'est elle qui m'a appris à regarder le monde de façon un peu plus bienveillante, hein, parce que j'étais vraiment un Darcy. Alors forcément, quand j'ai eu les trois enfants, par exemple, chez moi, le premier jour, j'ai un peu vacillé, et je leur ai dit: écoutez, vous avez été les vedettes jusque-là, mais sachez qu'ici, il y a une autre vedette et qui prend beaucoup de place. Il va falloir vous y faire. Alors, il y a un autre aspect qui est très attachant, comme dans chacun des épisodes des petits riens du quotidien que vous célébrez ici. Il y a un épisode aussi qui est très attachant, qui est le fait que, d'une certaine manière, il y a une sorte d'assistance mutuelle qui se crée entre les deux partenaires du couple sur toute une série de choses auxquelles on ne s'attend pas, comme par exemple les cours de grammaire d'acadien, et en même temps le fait que vous alliez solliciter Marion en permanence pour lui montrer une petite correction dans la page d'un livre. Toutes ces choses-là sont telles que vous les présentez, sont finalement des choses qui sont extrêmement stimulantes et qui sont comme des petits feux d'artifice du quotidien. Oui, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait possible que l'amour fou ne soit pas le bonheur. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait que ce qui est terrible chez les amants, c'est que très souvent, ils sont tristes, parce qu'ils prennent l'amour très au sérieux. Et c'est très difficile de faire la rencontre justement du quotidien et de l'amour. Mais peut-être que le bonheur, il est comme vous le disiez, dans ces petites choses accumulées. Simplement, au moment où vous les vivez, vous ne les comptabilisez pas. Vous voyez, il y a quelqu'un qui disait ma patience est faite de millions d'impatience. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour comprendre ça et ne pas se faire happer par la chose. Et puis, moi, encore une fois, j'aimerais pas trop non plus que parler de ça, parce que plus que ça, cette démonstration que je voulais faire, bien sûr, de l'apprentissage de l'amour sur Terre, hein, je voulais surtout faire une déclaration d'amour. Et vous savez, c'est comme dans les grands films que j'aime de romantiques. Je pense à L'homme tranquille de John Ford, ou bien Elle et lui de Léo McCarré. S'il n'y avait que de l'amour
joyeux, positif, sans problème, il n'y aurait pas de film. Il s'arrêterait au bout de 5 minutes. Et tous ces films, ils sont construits exactement comme mon livre. De l'amour au début, de l'amour à la fin, et entre les deux, forcément, beaucoup de problèmes. Parce que sinon, on embête tout le monde. Beaucoup de problèmes et puis aussi beaucoup de partage, je trouve, parce qu'il y a une des images qui, je trouve, les plus illustratives de ce que peut être un couple, c'est cette image où vous êtes assis l'un et l'autre sur un fauteuil, en train de lire chacun un livre, et on voit les différences d'intérêt pour telle ou telle littérature suivant le côté où on se place. Et finalement, c'est merveilleux de voir que le monde intérieur de chacun cohabite si bien avec le monde du couple. Oui, ça me fait très plaisir parce que j'adore cette image-là. C'est en effet un canapé qui s'appelle Knoll en anglais, qui a avec des pompons là, comme ça que j'adore. Et j'ai trouvé la manière de dire ce que je voulais dire. Parce que quand on est encore bête, on a envie de dire, ben non, si l'autre n'aime pas exactement ce que j'aime, c'est donc pas l'amour. Mais c'est de l'infantilisme, voilà. C'est ça qu'il faut apprendre dans la vie. Mais il faut être assorti, en effet, il faut avoir des passions communes, des projets communs. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'était un délice de faire ça parce que le plus important, c'est d'avoir envie de lire et ensemble, dans un silence délicieux. Et l'amour est là dans l'air et on lit encore avec plus de plaisir, on peut bien l'imaginer. Voilà. Et en effet, elle lit. On a compris ce que c'était. J'ai choisi pour elle. Elle lit beaucoup de polars. Moi, j'ai horreur des polars. Elle adore relire Dumas, hein, bien sûr, et elle adore relire Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Hein. Alors que moi c'est P.G. Wodehouse, c'est Jane Austen et c'est Noël Coward. Voilà. Et ceci dit, dans le dessin de vous deux sur ces divans en train de lire et avec les personnages qui apparaissent dans les pensées fictives des personnages, on voit très bien que tous ces univers finalement se marient très bien et ajoutent l'un à l'autre leur richesse respective. Oui, puis je pense que le dessin montre bien le calme délicieux qu'offre la lecture. Un ordinateur, tout ce que font les gens, même aller au cinéma, ce sont des énervements. Et comme vous le savez, je n'aime pas tout ce qui bouge. Moi, j'ai créé vraiment l'immobilité totale. J'ai horreur du sport, j'ai horreur. Un gentleman, pour moi, ne fait pas de mouvement, il parle tout simplement. Il y a d'ailleurs toute une séquence sur le fait d'avoir une activité physique, ce que Marion apprécie. Ah oui, j'avais oublié, oui. Et que Floch apprécie moins, sauf dans certaines circonstances que nous ne dévoilerons pas ici. Alors, il y a une autre double page qui m'a fort amusé parce que là, on voit les petites lâchetés dans le couple, notamment du côté de Floch, mon cher Floch, lorsque vous invectivez Marion en lui disant « tu as tort » et qu'elle vous répond « ah oui, eh bien dorénavant, tu t'occuperas de tes papiers administratifs, de tes comptes bancaires et de tes impôts ». L'image suivante, c'est vous, à genoux, un seul mot, j'ai tort, demandant pardon. C'est aussi très finement observé. C'est arrivé aussi beaucoup, oui. Même si dans les amis qui m'ont fait des remarques, eh bien, ils me disaient, par exemple, que ça les avait marqués, mais dans l'autre sens, que c'était eux qui disaient ça à la femme, vous voyez. Pareil pour le restaurant, que ça pouvait être inversé, mais l'universalité se révélait, en effet. Et là, en l'occurrence, non seulement ça s'est passé, mais je dirais que c'est peut-être une des choses qui a le plus contribué à faire tomber tout réflexe d'engueulade inutile. Vous voyez, il suffit que je repense à ça ou qu'elle me le redise, et moi, j'ai le sens des priorités, et tout d'un coup, j'abandonne tous mes griefs. Alors, dans le livre, il y a aussi beaucoup d'allusions et de références culturelles qui vous sont propres. Et alors, évidemment, la lecture que l'on fait d'un livre en s'aidant d'un ordinateur permet d'aller un peu voir ces références d'un peu plus près. Ainsi, les dessins de Larry, A Man in Apron, dont auquel vous rendez hommage avec vos prestations dans la cuisine, que vous trouvez très inventives alors qu'elles sont plutôt très infantiles, c'est aussi un rapport de force très espiègle qui s'établit à l'intérieur du couple. Oui, alors,
en citant cet homme-là que je lisais, moi, dans le Times. Il est mort il n'y a pas très, très longtemps, certainement très vieux. Et j'adore la position de ce type-là. Je prenais des risques en le mettant parce que tout d'un coup, tout ce que moi j'écrivais pouvait être beaucoup moins drôle que lui parce que lui, il est imbattable dans le genre. J'en donne une autre, par exemple. Il y a une image qu'il dessine. Alors, ce n'est pas un dessin du tout comme le mien, hein, c'est un dessin de comique, hein, mais le monsieur avec toujours man in apron, c'est-à-dire en tablier, hein, prend la femme, ils sont dans la chambre, il prend la femme sous le bras hors du lit et avec l'autre main, il passe l'aspirateur pour ramasser toutes les miettes. Alors moi, celle que j'avais vue, elle est très drôle aussi, c'est un cochon entier qui est suspendu à la soufflerie de la cuisinière, en dessous de laquelle tous les becs de gaz sont allumés pour faire une espèce de rôtissoir improvisé d'un cochon entier. Et forcément, je me suis énormément retrouvé dans lui parce que forcément, ce n'est pas moi qui m'occupe de la cuisine, on l'a compris, puisque je le dis, hein, tu t'occupes de l'intérieur, mais quand je m'y mets, c'est parce que j'ai des inspirations totalement lunaires comme ça, et que je crois qui vont déclencher, je crois, l'admiration, alors que je me fais engueuler, en fait. Dans les autres références, il y en a deux qui m'ont particulièrement touché aussi. C'est le très beau poème d'Hermann Hesse que vous lisez, qui lui rappelle à Marion quel est votre ultime recours. Et puis, secours. Secours. Très important. Pardon. Non, excusez-moi, mais je dis très important parce que moi, je fais des livres très courts. Et comme je le disais, je l'ai déjà dit sans doute, même peut-être à votre antenne, mais quand quelqu'un ouvre mon livre pour le feuilleter, je tape. Je tape parce que justement, je les fais courts, il faut encore plus les commencer au début, hein. Et on pourrait mettre plus de pages. Mais moi, je dis, est-ce que la démonstration de ce que je veux dire, est-ce qu'elle est faite et est-ce qu'elle est bien faite? Et si vous mettez plein de pages autour, des mots, le poème d'Hermann Hesse et les mots que moi j'utilise, ils auront moins de force. Et moi, je tiens à cette force-là. Et même, c'était très dur, je reprends sur Ultime Secours, parce que j'ai mis du temps à trouver ça, curieusement. Après, vous apercevez que si vous voulez écrire quelque chose en dessous du poème d'Hermann Hesse, vous faites de la paraphrase et vous êtes ridicule. Et je voulais apporter mon sentiment, ce qui était important pour moi. Et ces deux mots-là, ils sont merveilleux pour moi. Ils sont merveilleux parce qu'ils me permettent de terminer le livre, pratiquement. Vous voyez, ça y est, c'est dit. Non, mais je vous présente mes excuses d'avoir lu, mais c'était uniquement ici, parce que je suis en train de feuilleter le livre en même temps que je gère notre enregistrement Zoom, ce qui veut dire qu'avec mes lunettes qui ne sont pas à bonne vue, le mot m'échappait. Mais j'ai lu votre livre déjà 4 fois, et mot à mot, tellement il demande ce type de lecture-là, et à chacune des lectures, on aborde différemment ce qui est dit et ce qui est montré. Mais Jean, vous me faites très plaisir parce que j'entends souvent les gens me dire qu'ils les relisent 3, 4 fois et ça me convainc encore plus qu'il faut faire des livres courts et qu'on relit plutôt qu'un livre long qu'on ne relit jamais. Et en plus, quand on le relit, entre chacune des lectures que l'on fait d'un livre, on a vécu une série d'événements, une grave, triste, heureux, on a vécu une série de choses qui font que ce qu'on relit une fois suivante nous apprend d'autres choses sur ce que nous avons vécu aussi. Mais vous savez, c'est vrai pour moi aussi, hein. Moi, je vais vous donner juste un exemple que j'aime beaucoup. Turner et Gilgamesh. Vous voyez, les 2 pages comme ça. Les deux pages, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on vit, parce que quand ma femme dit je prends des cours d'acadien, la fille, elle a entre 40 et 50 ans, et elle prend des cours d'acadien, elle va prendre des cours avec des filles de 18 ans, vous voyez, et elle me demande de lui réciter. Lui faire réciter la grammaire. La grammaire acadienne. Et donc, tous les deux, on se fait découvrir des choses comme ça qu'on préfère un petit peu, elle avant Jésus-Christ et moi après Jésus-Christ. Et si vous regardez bien, je parle de Turner, c'est 1834, si je me souviens bien, et elle me parle de 1800 avant Jésus-Christ. Donc cette symétrie, pour moi, je l'ai découverte après et c'était un délice. Et alors, on voit en lisant cette page sur Turner que vous êtes aussi un critique d'art extrêmement
fin et extrêmement précis. J'aime faire ça, pour tout vous dire. Alors, forcément, je n'en abuse pas, mais il m'est arrivé que la fille de Marion, quand elle avait 20 ans, peut-être, enfin 18 ans, à l'école, elle m'a demandé d'emmener sa classe au Louvre, parce qu'elle savait que je savais faire ça, et je choisissais. Alors, j'étais un peu particulier, peut-être pas comme Gainsbourg qui un jour disait ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, voilà le chef-d'œuvre, mais je choisissais ceux que j'aimais vraiment, par exemple un Van Eyck merveilleux, où j'avais des choses à dire, vous voyez. Et en même temps, j'ai horreur d'être un prof et de faire le prof, hein, mais je pense que oui, j'ai de la passion quand même pour ça. C'est vrai que ces quelques lignes sur le tableau de Turner que vous commentez dans la page où on a cette reproduction de tableau de Turner, est en quelques lignes, tout est dit sur ce qu'il faut voir ou ressentir face à cette reproduction que vous faites du tableau. Oui, parce que, en fait, si je choisis ça, c'est que ma pensée rejoint celle de Turner. Turner, il était certainement mari de voir ce qui est une modernité qui nous paraît désuète maintenant, mais qui était une modernité aussi violente, voire plus que les, je parle mal parce que j'ai même pas de portable moi, mais que Les les portables, ordinateurs ou l'ordinateur et toutes ces choses-là, vous voyez. Et donc, et moi, c'est ce que je dis à propos de la vie d'aujourd'hui, en fait. Vous voyez, absolument, je absolument. le choisis pas par hasard non plus. Non, non, Hein. non, De la même façon, Marion, quand elle cite Gilgamesh, elle parle de la femme aussi et de la force de la femme quand elle dit je lui ai fait mon affaire de femme. Et il dit pour faire rentrer, on parle de civilisation aussi. Vous voyez, le Gilgamesh va, grâce à la femme, va rentrer dans la ville, va être habillé et va devenir civil. Vous voyez, et ça c'est très important parce que je pense que c'est la femme qui sauve l'homme, forcément, de sa bêtise, de son côté primaire, vous voyez. La femme est plus subtile et c'est elle qui va calmer l'homme. Regardez dans tous les mariages, les jeunes hommes sont bêtes comme c'est pas possible, et c'est la rencontre d'une femme qui va les calmer et qui va en faire des hommes corrects, alors que sinon ils continueraient à faire joujou et à emmerder le monde avec rien. Oui, non, et en plus, là, quand vous le dites, on sent l'ironie que vous aimez bien. Mais c'est vrai que dans le livre, on le voit décrit avec une espèce de clair-obscur, cette évidence-là. Et c'est vrai que le personnage féminin ici est un personnage qui est éminemment positif et lumineux. Oui, Et, on voit ce qu'elle m'apporte. Et voilà. encore une fois, c'est Pride and Prejudice, orgueil et préjugés. Parce que l'homme est plein d'orgueil et plein de préjugés. Et la femme, je ne veux pas faire une immense généralité, mais enfin, on peut y aller. Hein. On peut en faire une généralité. Hein. On a Alors, terriblement besoin d'elle. oui. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on termine en évoquant une autre référence qui est celle de Gigi Cale, qui est un chanteur. Oui, je vous reprends, il faut dire JJ en anglais. J.J. Cale. JJ Cale. J.J. Cale. Alors, j'ai été sur Internet réécouter la chanson que vous évoquez, c'est merveilleux. Merveilleuse C'est chanson. vraiment un Merveilleuse bonheur. chanson. Merveilleuse chanson parce que J.J. Cale, il est très calme et en même temps, c'est un ours. Donc, c'est quelqu'un qui a eu certainement du mal à faire rentrer une femme dans son univers. Et ces mots m'ont beaucoup servi. Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je ne suivais pas cette voie-là, hein, ce conseil, en fait, eh bien, à chaque fois, j'avais tort. Et à chaque fois, je créais du malheur dans le couple et que c'est moi qui avais tort. Parce qu'il faut respecter cette douceur de la femme et cette blessure. Vous voyez, on est tous en fait blessés, mais la femme, elle le vit sereinement, alors que l'homme essaye de le cacher et il fait le vantard, il fait encore une fois l'orgueilleux.
Et à chaque fois, je tombais dans ce panneau-là. Et de me souvenir de cette chanson-là m'aidait toujours beaucoup. Et je me disais, je l'avais même encadré, le texte, vous voyez, pour me le rappeler, pour me dire, fais attention. J'avais même mis une photo de ma femme qui regardait on était dans une roseraie, qui regardait les fleurs. Et j'avais écrit, si je me souviens bien, fais attention à elle, c'est comme à une fleur, c'est-à-dire elle est fragile. Voilà. Et c'est léger, vous voyez, c'est pas important, c'est avant. Après, on passe à Hermann Hesse, qui est plus grave, vous voyez, mais c'est déjà fondamental pour moi. Et alors, le titre en anglais, c'est The Sensitive Kind, et vous l'avez traduit par une fille sensible. Fille sensible. Oui, C'est parce peut-être que pas l'orgueil contre la sensibilité, ce que vous évoquez. le genre sensible, on ne peut pas le traduire comme ça, vous voyez. En plus, j'ai vraiment fait très rapidement. D'abord, je n'ai pris qu'un couplet, celui qui me plaisait le plus, le premier. Et puis, je l'ai traduit en enlevant ce qui m'intéressait moins, vous voyez. Le truc, c'est don't take her for granted. Ouais. Ne la prenez pas pour acquis. Mais il faudrait le faire avec tout le monde, ça d'ailleurs, ce n'est pas qu'avec la femme. On est affreusement orgueilleux et égoïste dans cette vie, et c'est du boulot d'apprendre à ne plus l'être. Hein. Et encore une fois, la femme vous aide beaucoup à faire ça. Et dans un premier temps, vous avez l'impression de trahir votre masculinité, vous voyez, et ça prend du temps, voilà. Mais sans elle, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas vraiment, je crois. Alors, ma dernière question, Floc, parce qu'on pourrait évidemment vous écouter pendant des heures, mais c'est des heures qu'on perdrait et qu'on pourrait consacrer à la lecture et relecture de La femme de ma vie, ce livre que vous venez de publier. Ma dernière question serait la suivante. À quel moment est-ce qu'on se rend compte que le livre est terminé? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Alors, chez moi, ce n'est pas trop difficile parce qu'on pourrait presque dire que c'est physique. Comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui est né pour écrire des livres de 500 pages. Et donc, j'ai besoin de concentrer mes idées, comme on le ferait pour de la poésie presque, hein, dans quelque chose d'assez court. Vous vous souvenez que j'ai fait des livres pour soi-disant enfants, pour jeunesse, hein, mais qui n'étaient que des livres pour moi. Mais j'avais accepté le défi parce que je m'étais dit, c'est formidable, puisqu'il faut faire très court avec les enfants, je vais encore plus contracter, concentrer ma pensée, et je me débarrasserai encore plus de cette pensée-là et du livre qui va avec. Et j'ai même ajouté qu'un jour, j'espère, pour tout vous dire, le prochain livre que j'aimerais faire, puisque j'ai maintenant 67 ans, il s'appellera Fin de vie, sur la vieillesse et sur le truc. Mais si on me disait qu'il faudrait écrire des livres pour des gens qui ont Alzheimer, ça m'intéresserait encore plus, je les ferai en 10 pages, vous voyez. Et là, en l'occurrence, je me suis aperçu que les 45 pages des livres pour jeunesse n'étaient pas suffisants. Le sujet était trop plus sérieux et j'avais plus de choses à dire. Hein. Et donc, j'ai fait le double, quoi. J'ai fait 80 pages. Hein. Et à un moment, vous êtes presque vidé. Vous voyez, je vous jure que c'est vrai. Tous mes livres, jamais, après les avoir écrits et publiés, jamais je n'ai eu une idée de plus, en exagérant un tout petit peu, hein, et pratiquement. C'est comme un combat physique, vous voyez, parce que je ne suis pas, comme vous le savez, je ne suis pas un travailleur manuel, et donc je ne suis pas un artisan, et donc il faut voir ce que mon corps peut aussi accepter comme défi manuel, physique et tout. Et voilà. Et c'est un mélange de ces deux-là, et la chose s'installe assez naturellement. Et quand c'est fini, c'est que je suis moi-même vidé, vous voyez, un peu épuisé. Et puis surtout que j'ai trouvé en anglais the relief, comment on dit ça ? L'apaisement. L'apaisement que je cherchais, parce qu'on fait des livres que pour ça. Moi, personnellement, c'est parce que sinon, l'idée que j'ai va me rester dans la tête et il va falloir que je vive avec. Ça va beaucoup m'énerver, moi qui veux être le plus contemplatif possible, n'est-ce pas ? Et donc, la façon la plus délicieuse de le faire, ça s'appelle un livre.
Très bien, Flo, eh bien, c'est sur cette délicieuse façon de le faire que je vous propose de terminer cet entretien dont je vous remercie. Alors, Merci. je voudrais vous dire avant de vous quitter combien votre livre m'a enchanté comme les précédents, comme ceux pour lesquels j'ai eu l'occasion et le plaisir de bavarder avec vous et d'échanger avec vous, même si on pourrait échanger à l'infini sur ce qu'apporte chacun de vos livres comme, et là c'est peut-être un relief aussi d'une certaine manière d'être comme ça enveloppé d'un peu de bonté, d'un peu de réflexion, d'un peu de tendresse et ici de beaucoup d'amour. Donc c'est quand même merveilleux d'avoir en cette année si difficile d'avoir tout ce surplus d'amour auquel vous nous invitez si merveilleusement. Eh Merci bien, Floc. si en plus de me débarrasser du fardeau d'avoir une idée, et que si ça peut faire du bien, je suis honoré de l'entendre. Eh bien, c'est formidable. Merci beaucoup Floc et à très bientôt pour le prochain livre. Oui, à bientôt.